Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après quelques semaines d'absence et de chaos, et on dirait le titre d'une nouvelle romantécie, pour espérer peut-être reprendre un rythme de vidéo qui fait sens, je ne sais pas, on verra. Je vous l'avais dit en début d'année, je vous l'ai dit 2-3 fois au rythme de mes allées et venues sur YouTube. Je ne me mets pas la pression, je préfère filmer quand j'ai envie, je préfère faire des vidéos quand j'ai envie. Mais voilà, ces dernières semaines ont été un petit peu chaotiques de mon côté. Encore une fois, je l'ai répété beaucoup cette année. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir reprendre comme je veux. Je l'espère très très fort parce que la motivation est revenue, l'énergie est revenue et j'ai envie de revenir vous parler bouquins. Et j'espère que j'en aurai l'occasion tout simplement. J'espère aussi que l'arrière-fond de bruit ne va pas trop vous déranger parce que bien évidemment c'est le jour où j'ai décidé de me remettre à filmer qu'ils font la grande tonte dehors, donc on verra bien ce que ça donne. Je vous reprends en tous les cas pour une vidéo pour laquelle je suis extrêmement à la bourre. On ne change pas les bonnes habitudes, en même temps j'avais un planning très optimiste compte tenu du fait que je manquais de temps, d'énergie et de motivation. Et comme je suis un petit peu toquée, j'ai envie de faire toutes les vidéos que j'avais prévu de faire et que je n'ai pas eu le temps de faire, dont toutes celles que j'ai à la bourre et qui sont peut-être plus ou moins d'actualité en ce moment, mais qui me permettront moi de retomber droite dans mes baskets et voilà, encore une fois, de reprendre un rythme et une chronologie qui font sens pour moi. J'espère que ça fera sens pour vous. Encore une fois, sans suspense, vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour faire mon bilan du mois de la fantaisie. Je l'avais dit, il me semble, dans la dernière vidéo, dernière lecture, que ce serait un petit peu mon gros bilan du mois de mai parce que c'est le genre que j'ai le plus lu en mai, très logiquement. J'aurai 5 autres lectures à vous présenter en parallèle pour lesquelles je pense faire une petite dernière lecture dédiée, histoire de clôturer enfin le mois de mai et pouvoir repartir sur de bonnes bases puisqu'on est déjà mi-juillet et qu'encore une fois je suis à la bourre surtout. Bref, cette introduction est déjà bien trop longue, j'ai pas mal de titres à vous présenter même si j'ai un petit peu moins lu que je l'aurais souhaité, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par un petit point global puisque comme je le disais j'ai beaucoup moins lu que je l'aurais souhaité. Je n'ai absolument pas lu l'invraisemblable pile à lire que je vous avais présenté. J'ai quand même sauvé les meubles et j'ai réussi à lire je crois quasiment un livre pour chacune des catégories du mois de la fantaisie. Je ne l'ai pas rappelé en début de vidéo mais c'est un challenge qui est organisé depuis quelques années maintenant par Steph de Piketty Bookin. Je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos, je vous remettrai sa palle, la mienne, etc. Bref, il avait cours du 1er mai au 31 mai avec une douzaine de catégories. Je vous avais présenté une gigantesque pile à lire fin avril et je reviens quasiment 3 mois plus tard pour vous en faire le bilan. Comme je le disais, j'ai beaucoup moins lu que prévu, mais d'une manière générale, les mois de mai et juin n'ont pas été très fastes en termes de lecture. Ça arrive, c'est comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en reparle et qu'on fasse un petit point voilà, sur l'évolution de mon rythme de lecture, les pourquoi, les comment, etc. Ça peut faire une vidéo blabla peut-être intéressante, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Tout ça pour dire qu'en tout cas, j'ai un petit peu moins lu qu'en avril typiquement, où j'avais littéralement explosé les scores, mais j'ai quand même pas trop mal profité du mois de la fantaisie et on va en faire le bilan rapidement. Pour le premier menu, la sorcière Griselda et la première sous-catégorie, sorcière, sorcellerie, ésotérisme. J'ai lu Cemetery Boys de Hayden Thomas aux éditions ActuSF dans la collection Naos, que j'ai écouté en livre audio pour ne pas changer les bonnes habitudes, n'est-ce pas? C'est un roman qui était dans ma pile à lire depuis extrêmement longtemps puisqu'il s'agit d'une petite relique de celle-ci qu'il était temps que je sorte. Pour le coup, celui-ci, je crois que je vous l'avais présenté dans ma pile à lire, donc je suis ravie d'avoir réussi à le sortir. C'est pas du tout le mood et la saison dans lequel ce livre s'inscrit le mieux parce que typiquement c'est un livre éminemment halloweenesque, mais comme je l'ai mis dans au moins 3 Pumpkin Autumn Challenge sans réussir à le lire, je me suis dit que l'occasion faisait le larron et que cette catégorie fonctionnait très bien pour lui. Le livre audio m'a encore une fois bien aidé à enfin me pencher dessus et j'ai plutôt bien apprécié ma lecture dans ce format. C'est un roman de low fantasy, young adult et comme pas mal de young adult que j'écoute en ce moment, je pense que je l'ai beaucoup plus apprécié en livre audio que je ne l'aurais fait en papier parce que ça reste assez cliché dans le genre et que j'ai de plus en plus de mal avec les romans young adult, mais en audio ça passe encore parce que tout simplement c'est des lectures beaucoup plus faciles qui me demandent aussi un petit peu moins d'attention et dans ce format là c'est très adapté. Pour l'histoire, rapidement, on va suivre Yadriel qui, je pense, est le jeune homme au premier plan, qui est un garçon transgenre dans une famille de brujos et brujas, de sorciers et sorcières latinx, qui essaye de prouver à tous qu'il est effectivement un brujo et pas une bruja, et de manifester les pouvoirs qui sont normalement l'apanage des dits brujos pour
voilà, prouver à sa famille qui il est et se faire accepter en tant que tel. Pour ça, il va essayer d'invoquer un mort, sauf que par un concours de circonstances, ça ne va pas tout à fait marcher comme il le souhaiterait et il va se trouver à invoquer le garçon du deuxième plan qui s'appelle Julian, qu'il connaît vaguement de son lycée, qui a pas extrêmement bonne réputation et qui se trouve être décédé puisqu'il vient d'invoquer son fantôme. Va s'en suivre une petite enquête pour comprendre les tenants et les aboutissants de tous les morts et de toutes les choses étranges qui semblent se passer à l'approche d'Halloween. Le tout dans une ambiance et avec un univers assez cool puisqu'on va être dans la mythologie, dans la culture latinx que personnellement je connais très mal et que j'ai beaucoup apprécié découvrir dans ce titre. Pour moi c'est vraiment un de ses grands points positifs, ça et la représentation LGBT puisqu'on va avoir donc Yadriel, ce garçon trans, sa relation avec Julian que j'ai trouvé plutôt mignonne. Après comme je le disais ça reste très voyait, un petit peu cousu de fil blanc, très honnêtement j'avais vu venir je pense l'intégralité de l'enquête dès le départ, mais ça m'a pas empêché de l'apprécier encore une fois en livre audio. Je trouvais que ça passait très bien et la fin, bien que prévisible, était plutôt très chouki. Donc dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Si vous cherchez un roman pas prise de tête, typiquement pour la période d'Halloween et avec une ambiance et des représentations qui changent, tentez peut-être le coup avec celui-là. Ensuite, pour la sous-catégorie foire itinérante, il était question de bonne aventure, de tarot, de créatures hors normes ou de clans. Pour le coup, j'ai pas du tout lu ce que j'avais prévu dans ma pile à lire, mais j'ai eu l'occasion de découvrir ce magnifique graphique vert de Patrick Lacan au scénario et Marion Besançon au dessin aux éditions Rue de Sèvres que mon père m'a très gentiment offert pour mon anniversaire et qui est absolument magnifique. Encore une fois, je vous l'avais présenté très rapidement dans mes arrivées livresques et vraiment, je suis absolument fan du trait de Marion Besançon et de ce noir et blanc qui progressivement laisse place à la couleur pour la fin du récit. C'est un récit qui tient plus de la science-fiction hyper apocalyptique si on veut, mais avec une touche de fantastique qui m'a permis de le filouter très gentiment dans ce mois de la fantasy, puisqu'en gros on va être à notre époque ou apparentés et on va progressivement voir apparaître des enfants qui naissent avec des parties végétales, avec des feuilles qui leur sortent du nez, avec des cheveux de fleurs et des choses comme ça, et les adultes vont également petit à petit se transformer. C'est pas toujours vu d'un très bon œil par tout le monde, il y a pas mal d'opposition et pas mal de violence aussi en rapport avec tous ces changements, ce en quoi j'ai trouvé le récit plutôt réaliste finalement et très beau dans sa façon d'amener les choses et d'amener ce changement et dans la poésie et dans la réflexion que ça pouvait apporter aussi progressivement. C'est un récit qui est assez contemplatif, il n'y a pas tant de texte que ça et c'est assez long mais finalement ça se lit relativement vite sauf si vous vous arrêtez comme moi très régulièrement pour admirer encore une fois la magnificence des dessins. Voilà, j'ai passé un très bon moment un peu suspendu, un peu hors du temps, un peu méditatif finalement dans cette histoire et en tout cas c'était une très chouette expérience de lecture. Si vous êtes intéressé par l'écologie, par des évolutions, alors plus ou moins probables en l'occurrence, mais qui permettent quand même de faire réfléchir et de changer un petit peu de point de vue sur certaines choses. Encore une fois, porté par un dessin absolument incroyable et dans un objet livre, pas piqué les hannetons. Je vous recommande ce roman graphique extrêmement chaud. Pour la sous-catégorie chasse aux sorcières, il était question de dark fantasy, enquête, meurtre et anti-magie. J'ai encore une fois pas du tout respecté ma pile à lire, mais lu un livre qui correspond à pas mal de ces mots-clés avec le tome 2 de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette que j'ai lu en lecture commune avec Laura de Papotage Livresque qui est encore en cours de lecture. Si je ne dis pas de bêtises, on voulait rapidement l'enchaîner après la lecture du premier tome fin d'année dernière, encore une fois, si je me souviens bien, pour terminer cette duologie dans la foulée parce que quand une série ne fait que 2 tomes, c'est bien de ne pas trop s'y éterniser et de ne pas laisser trop de temps entre ces 2 tomes également. J'étais très contente de retrouver les personnages, notamment Arca et Lastianax que j'aime particulièrement et que j'ai encore une fois beaucoup aimé suivre dans ce 2e tome. Je ne vous en dirai pas trop pour ne pas vous spoiler puisque c'est un tome 2 et qu'il se passe quand même pas mal de choses dans le premier. Toujours est-il qu'on assiste à la suite de l'imbroglio politique qui avait été initié dans le premier tome, qu'on en apprend aussi un petit peu plus sur les Amazones et sur la relation avec la ville sans vent. Il y a pas mal de conflits, pas mal d'intrigues, pas mal de bouleversements, de renversements encore dans ce tome qui est globalement assez impitoyable avec l'ordre établi avec ses personnages, avec un petit peu
peu tout. Il se passe beaucoup de choses également et c'est pas toujours facile à lire mais c'est hyper intéressant, notamment en termes de politique, de thématiques sociales. Il y a pas mal de parallèles assez frappants que fait l'autrice, notamment par rapport à l'immigration et on sent vraiment un engagement de sa part. Encore une fois, il y a des scènes qui sont assez dures à lire en ce sens. Donc si vous savez que ce sont des sujets qui vous touchent, comme d'habitude, faites attention à vous. Il y a également un engagement concernant le harcèlement de rue et ses conséquences, notamment sur les jeunes filles et les jeunes femmes. Encore une fois, c'était très chouette d'avoir ce type de propos engagés dans un livre qui est plutôt à destination d'un public adolescent, young adult, pour lequel c'est important, à mon sens, de discuter de ces sujets. La fin était plutôt satisfaisante pour moi, ça répondait bien à toutes les problématiques engagées, à tous les arcs narratifs qui avaient été progressivement mis en place par l'autrice. Elle est plus ouverte que ce à quoi je m'attendais et que ce que j'apprécie habituellement, mais j'ai trouvé qu'elle fonctionnait plutôt très bien. Et dans l'ensemble, j'ai passé un très chouette moment dans ce deuxième tome, dans cette duologie. D'une manière générale, si vous cherchez une duologie de fantasy young adult francophone, qui change de ce qu'on peut voir habituellement dans le genre et qui encore une fois développe des problématiques d'actualité de façon intéressante et intelligente. Je ne peux que vous recommander La Ville sans vent et vous recommander l'œuvre de l'autrice de manière générale puisque c'est son 3e roman que je découvre et que j'aime beaucoup ce que je lis. On va passer au deuxième menu, La Fêlée, avec pour première sous-catégorie Se sentir pousser des ailes, lire une relique de La Pile à lire. Encore une fois, je n'ai absolument pas respecté les livres que j'avais mis dans ma palle, mais j'ai réussi à lire une deuxième relique après Cemetery Boys, qui était une sacrée relique en l'occurrence. J'ai enfin terminé le 3e tome de The Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, que j'ai eu le plaisir de lire en lecture commune avec Cécilia de la chaîne Jurassic Jones. On s'est bien motivés toutes les deux à le sortir parce que pour l'une et l'autre, il était grand temps. Ma lecture du 2e tome remonte vraiment beaucoup, donc ça m'intimidait un peu de reprendre ce 3e tome toute seule, sans savoir trop ce dont je me souvenais exactement, donc c'était très bien qu'on soit deux pour pouvoir remplir un peu les blancs de chacune, et j'ai été agréablement surprise de me rendre compte que je me souvenais finalement pas si mal du 2e tome, en tout cas ça me suffisait pour continuer dans ma lancée avec celui-ci, que j'ai trouvé honnêtement un petit peu en dessous du précédent, en grande partie à cause d'un problème de rythme. J'ai trouvé qu'il était extrêmement long à se mettre en place, très introductif de façon assez étrange parce que finalement il se passe pas mal de choses. Il y a notamment dans toute la première partie une espèce de succession d'actions qui, malgré le fait que voilà, plein de choses arrivent assez rapidement, font quand même une sensation de longueur, et je sais que c'est pas forcément hyper intuitif et très logique ce que je raconte, mais c'est vraiment l'impression que ça m'a donné dans ma lecture, et cette impression d'une mise en place globale pour poser tous les jalons de ce que va être la suite globalement. J'apprécie toujours autant l'univers et cette espèce de mélange un peu étrange entre science-fiction et fantasy fantastique, encore une fois avec ce mélange de cette magie de l'esprit, des clairvoyants, et de cette technologie omniprésente, et de cette dualité et de cette coopération aussi parfois. J'ai aimé la suite des intrigues et encore une fois notamment un petit peu politique qui se dessine, même si on est quand même beaucoup plus là dans l'action et le côté révolution, rébellion. Encore une fois, je peux pas trop vous en dire parce que c'est un 3e tome et qu'il s'est passé pas mal de choses dans les 2 premiers. Je sais même plus si j'ai résumé ce livre. Je crois que j'ai pas résumé le précédent. Tout va bien. En tout cas, dans The Bone Season, on va suivre le personnage de Paige, qui est une clairvoyante qui vit dans un monde où c'est pas très bien vu globalement, puisque tout le régime, alors il me semble que c'est la République de Sion qui n'a de république que le nom. Les clairvoyants sont chassés et sont emprisonnés. C'est le cas de Paige au début du 1er tome. Et de là vont s'en suivre énormément de choses qu'encore une fois je ne vous développerai pas. Toujours est-il que la première partie de ce 3e tome était très longue à se mettre en place malgré la quantité d'actions qui nous est décrite, et j'ai trouvé la 2e partie beaucoup plus intéressante malgré le fait que ça repose en grande partie sur un procédé narratif et notamment d'évolution de personnages qui est à mon sens un petit peu cliché, un petit peu facile, mais qui fonctionne toujours ou quasiment toujours assez facilement avec moi. Je sais que c'est un écueil et que c'est pas forcément la façon la plus subtile de faire, mais j'y suis toujours assez sensible, et cette 2e moitié n'a pas fait exception puisque j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Paige notamment, et la façon dont tout ça a été décrit. J'ai trouvé que c'était plutôt très réaliste et très bien joué de la part de l'autrice. Il y a toujours cette espèce de relation plus ou moins romantique, un petit peu étrange,
sur laquelle je ne me prononce toujours pas, je ne sais toujours pas quoi penser, d'autant que c'est une relation qui me dérangerait probablement beaucoup moins dans d'autres circonstances. Je sais pas pourquoi elle me perturbe autant dans cette histoire en particulier, alors que j'en ai lu plein d'autres très similaires dans d'autres cadres qui étaient beaucoup moins bizarres pour moi. Pour moi, c'est clairement un tome de transition qui, encore une fois, pose de grosses bases pour la suite. Je pense que ça peut présager de bonnes choses pour le 4e tome. Et j'ai envie de vous dire encore heureux parce qu'il est d'ores et déjà dans ma pile à lire. C'est également une relique de celle-ci, donc ce serait pas mal d'essayer d'enchaîner les deux assez rapidement cette année. D'autant que j'essaye progressivement, et je pense accélérer un petit peu les choses pour la deuxième moitié de l'année, d'écouler tous mes deux Saxus parce que c'est encore le cas dans celui-ci dans une moindre mesure. J'ai de plus en plus de mal avec les problèmes éditoriaux et notamment de traduction slash relecture qui sont à mon sens beaucoup trop nombreux dans ces titres, notamment au prix où on les paye. C'était pas encore trop gênant dans celui-ci, ça l'a été beaucoup plus dans d'autres que j'ai lus plus récemment, mais ça me questionne sur ma consommation de cette maison d'édition et j'aimerais bien faire un petit peu table rase de tous les deux Saxus que j'ai dans ma pile à lire pour repartir sur de bonnes bases. Dites-moi encore une fois si ça vous intéresse que je fasse une espèce de petite vidéo au challenge où j'essaye de voir si ça passe ou ça casse en gros avec tous ceux qui m'attendent dans ma pile à lire pour voilà, faire table rase, arrêter de les laisser traîner et voir si je continue à acheter cette maison d'édition ou non. Bref, pour en revenir à ce tome-là, c'est un beau bébé de plus de 500 pages, mais pour lequel les 100 dernières pages sont en fait une novella qui suit directement ce 3e tome en termes de chronologie, que j'ai trouvé, ma foi, assez intéressante, encore une fois, sur le plan psychologique, mais qui, à mon sens, était aussi un petit peu longue, parce qu'elle alternait entre deux temporalités, après ce 3e tome et pendant le 1er tome, avec pour le coup des choses que j'avais l'impression d'avoir déjà lues, de connaître déjà, donc qui m'apportaient beaucoup moins pour les personnages et que du coup j'ai trouvé un petit peu long, alors que typiquement l'espèce de présent post 3e tome était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus difficile à lire et assez douloureux même à certains moments. Typiquement il y a un gros trigger warning addiction. Si encore une fois c'est des choses qui sont difficiles pour vous, faites attention. Mais à mon sens c'était vraiment bien fait, assez réaliste et c'est ce en quoi c'était parfois assez douloureux et difficile. Pour moi l'aspect psychologique c'est vraiment une des grandes réussites de l'autrice dans ce tome, ou en tout cas sa deuxième partie. Et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner dans le 4e. Encore une fois, je vais tâcher de ne pas trop le laisser traîner et de vous en reparler très vite. Pour la catégorie poudre magique, beaucoup plus rapidement, il était question de lire soit un livre court, soit un livre qui faisait très envie. Pour le coup, j'ai respecté ma pile à lire, une fois n'est pas coutume. J'ai réussi à sortir le 3e tome de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell, Le Clan des Serpents, aux éditions Flammarion Jeunesse. Pour le coup, c'est un livre qui pareil était depuis un certain temps dans ma pile à lire. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire de cette série qui est très très jeunesse, où on va suivre 4 clans de yokai, c'est-à-dire de métamorphes. Le clan des serpents, le clan des aigles, le clan des loups et le clan des lions, si je ne dis pas de bêtises. C'est une série finie en 4 tomes et il me restait donc ce 3e et peut-être le 4e tome à lire, mais encore une fois, ça fait assez longtemps que j'ai lu les 2 premiers et j'étais pas certaine de vouloir continuer dans ma lancée, mais j'avais ce 3e tome dans ma pile à lire pour me décider. C'est un livre qui paraît pas si court que ça, puisqu'il fait presque 400 pages, mais c'est très très jeunesse, la mise en page est extrêmement aérée, ça se lit extrêmement vite, et c'est heureux parce que je sais pas si je l'aurais terminé si ce n'avait pas été le cas. Il y avait des choses intéressantes, notamment dans la relation humain-yokai et le conflit qui couvre gentiment depuis 2 tomes et qui est en train un petit peu d'exploser dans celui-ci. Mais ça reste très jeunesse et un petit peu trop jeunesse à mon sens, avec des choses assez simplistes et peut-être pas toujours cohérentes non plus, des personnages qui sont assez lisses, pas forcément extrêmement travaillés en profondeur et du coup pas très attachants pour moi. Encore une fois ça s'est lu vite, c'était pas particulièrement désagréable sur le moment, mais ça m'a pas donné envie de lire le 4e et dernier tome. J'ai très peu d'intérêt pour les enjeux, très peu d'intérêt pour les personnages encore une fois. Donc je pense que je vais m'arrêter là, tout simplement, pour cette série que je ne pense pas conserver non plus dans ma bibliothèque. Pour la sous-catégorie Fairy Tales, il était question de contes, de royauté, de châteaux ou de princesses, et c'est encore pas une franche réussite, on va dire un échec, parce que d'une certaine façon, ça m'a permis, encore une fois, de sortir un livre sur lequel il était grand temps que je me positionne. Murmure de l'océan de Ophélie Duchepin aux éditions Plume Blanche. Encore un livre qui est dans ma pile à lire depuis fort longtemps, puisque je l'avais acheté à l'époque pour la première édition du challenge Dévorez-les tous et que je n'avais pas eu l'occasion de lire pour ce challenge puisque j'avais lu le 1er tome Rose éternelle qui n'avait pas été une grande réussite. Et voilà, j'avais dit qu'il fallait que je le découvre et que je me fasse un avis sur celui-ci. C'est désormais chose faite, ou en tout cas en partie, puisque c'est un livre que je n'ai malheureusement pas terminé. J'ai lu
une dizaine de pourcents, je pense une bonne cinquantaine de pages. Et vraiment, je n'arrivais pas du tout à rentrer dedans. J'ai beaucoup de mal avec la plume de l'autrice et j'ai vu un petit peu voilà, les personnages, les enjeux se dessiner sans y avoir un quelconque intérêt. Et après, ce qu'a été ma lecture de Rose éternelle et au vu des plus de 500 pages du bouquin, je n'avais pas forcément envie de prendre le temps et de m'acharner sur une lecture qui ne me faisait pas particulièrement envie. D'autant plus qu'encore une fois, c'était une période où j'avais suffisamment de mal à lire comme ça. Donc voilà, ça s'est fait assez facilement finalement cette décision d'abandonner ce livre. Je ne pense pas très honnêtement me pencher sur d'autres titres de l'autrice, je pense que son style n'est tout simplement pas fait pour moi. J'ai vu d'autres avis beaucoup plus élogieux sur les 2 tomes de cette série, donc s'il vous intrigue, allez peut-être voir d'autres retours pour vous faire votre propre opinion. En tout cas, je suis très contente d'avoir réussi à sortir ce livre malgré tout. Pour le menu suivant et la sous-catégorie speed dating, il était question d'amour, love, romance. Et j'ai mis un livre qui va peut-être vous surprendre pour cette catégorie. C'est le tome 12 de Frieren de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe que je m'étais pris dans la très jolie édition collector au moment de sa sortie, qui comporte notamment une petite novella, donc Fanfare for Frieren en plus, qui étaient tous les deux très chouettes. Bien évidemment, c'est une série de mangas dont je vous rebats littéralement les oreilles depuis que je l'ai découverte et que je vous ressors à chaque sortie de tome, donc vous commencez peut-être à connaître la musique. En tout cas, on continue à suivre le personnage de Frieren qui est donc cet elfe et sa troupe d'aventuriers et toutes leurs aventures. Et dans ce tome en particulier, on va redécouvrir certains personnages et une temporalité que pour l'instant on n'avait exploré que par épisode, parce que j'ai trouvé très cool. Ce d'autant plus que voilà, ça met l'accent sur d'autres relations et d'autres types de relations. C'est pour ça que j'ai casé ce tome-ci dans cette catégorie, même si je ne vais pas rentrer dans les détails pour des questions de spoil évidentes. Mais si vous avez commencé un petit peu Frieren, vous voyez peut-être de quelle relation je veux parler. C'est encore un très très chouette tome. C'est une série que je continue avec grand plaisir et dont je ne manquerai pas de vous reparler à l'avenir. Pour la sous-catégorie suivante, Elfe contre Fae, les mots-clés étaient complot, guerre et trahison. Et pour ça, j'ai lu en lecture commune une suite de sagas que j'attendais impatiemment. Iron Flame, le 2e tome de Fourth Wing de Rebecca Yarros, aux éditions Piatkus, puisque pour le coup, je l'ai lu en VO un tout petit peu avant la sortie en français, même si maintenant, je vous en reparle bien plus tard, assez rapidement parce que je pense qu'on a beaucoup parlé de cette saga globalement. J'avais vu que ce 2e tome avait des avis un petit peu plus mitigés. Je voulais le lire un petit peu dans le creux de la vague avant que la sortie française fasse qu'on le voit partout. En plus, je l'ai lu avec Kim de Everbooky, donc j'étais extrêmement bien accompagnée pour partager cette lecture assez riche en émotions globalement, comme avait pu l'être le 1er tome. C'est aussi un tome très riche en action, bien loin des tomes 2 qui parfois sont un petit peu ventre mou et de transition. Là, on ne s'ennuie pas du tout et j'aurais presque tendance à dire pas assez. C'est pour moi un des quelques points négatifs de ce 2e tome. Ça va un petit peu vite dans les enchaînements, dans les péripéties, il y a beaucoup d'action et certaines fois j'aurais aimé qu'on se pose un petit peu pour apprécier notamment les personnages, leurs relations et le développement de celles-ci qui parfois n'étaient pas assez poussés à mon goût, même si j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le développement de l'univers et ce qu'on en apprend dans ce 2e tome. J'ai beaucoup aimé les relations, j'aime beaucoup la relation principale que dans l'ensemble je trouve plutôt très positive, et ce malgré un trope que j'apprécie pas particulièrement, que même je trouve globalement assez chiant de manière générale, qui là avait un petit twist intéressant mais n'était pas non plus incroyable et voilà, m'a un petit peu embêtée. Je pense que c'est le 2e gros point négatif de ce tome 2 à mon sens, mais sinon ça restait vraiment une très bonne lecture. J'ai absolument adoré les dragons, que j'apprécie énormément dans cet univers, dont j'apprécie énormément les points de vue et les voix, puisque je vous le montre en papier, mais c'est un livre que j'ai écouté en livre audio, comme le 1er tome, et comme le 1er tome, je suis extrêmement fan de la narration, et notamment de celle des dragons, que je trouve particulièrement réussie. La fin de ce tome 2 est à l'image de la fin du tome 1, très riche en action, très riche en émotions, et avec pas mal de choses très surprenantes qui présagent, je pense, un 3e tome aussi en couleur. Je sais pas du tout pour quand il est prévu, je sais pas s'il est déjà annoncé, mais je vais tâcher de ne pas trop le laisser traîner quand il sortira et de vous en reparler dans la foule. Pour la sous-catégorie quête, il était question de commencer ou continuer une saga, et j'en ai même terminé une, même si encore une fois je ne crois pas que c'était ce que j'avais prévu dans ma pile à lire. On a lu encore une fois en lecture commune avec Lucie, cette fois-ci, La promesse du dragon, donc le 2e tome de la duologie d'Elisabeth Lim, aux éditions Rajo. On avait toutes les deux beaucoup aimé le 1er tome qu'on avait lu en début d'année, et pareil, on s'était dit qu'on allait essayer de ne pas trop faire traîner cette duologie, puisque quand c'est fini en 2 tomes, c'est quand même sympa de les enchaîner, n'est-ce pas? On est ici dans de la fantaisie asiatique, où on va suivre Shiori, qui est la princesse de Kyata,
qui dans le premier tome avait été maudite par sa belle-mère, avec ses 6 frères qui avaient transformé en grue, et elle était interdite de parler sous peine qu'un de ses frères meure à chaque mot qu'elle prononcerait. Encore une fois, c'était assez riche en action pour ce premier tome, dans une ambiance et un univers vraiment très chouette, avec ce côté conte très présent et cette ambiance très douce que j'avais hâte de retrouver dans ce deuxième tome, et ça n'a pas été le cas forcément immédiatement parce que le début est encore une fois assez rapide avec pas mal de péripéties qui s'enchaînent, mais ça se tapait quand même assez rapidement, en tout cas au bout d'une centaine de pages. On retrouvait l'ambiance que j'avais beaucoup aimée dans le premier tome, c'est toujours aussi agréable, c'est toujours aussi mignon. La relation amoureuse est extrêmement positive encore une fois, les personnages sont attachants, leur évolution est plutôt cool. C'était peut-être un petit peu brouillon parfois et en ce sens peut-être que je l'ai un petit peu moins préféré que le premier tome, mais je garde globalement un très bon souvenir de cette duologie, de cette histoire, de cette ambiance qui m'a beaucoup marqué. Et si vous cherchez une duologie de fantasy, plutôt jeunesse mais pas trop, une réécriture de contes asiatiques qui change globalement avec une ambiance très doudou et assez originale, je ne peux que vous la recommander. Et on va finir assez rapidement avec le dernier menu, la Silène, et la première sous-catégorie, mythologie, où il était question de lire une réécriture et ou une inspiration. Encore une fois, totalement hors de ma pile à lire, j'ai lu le tome 6 de l'Or Olympus de Rachel Smith aux éditions Hugo BD, qui est donc la version webtoon du mythe d'Hadès et Perséphone dans un monde moderne. C'est une série de webtoons que j'affectionne particulièrement, j'aime beaucoup le dessin, la mise en couleur et la façon dont l'histoire est représentée. C'est un récit qui peut être assez dur à lire, à plus d'un titre. Il y a pas mal de trigger warnings qui sont souvent explicités au début des tomes. Donc comme d'habitude, faites attention à vous, mais on va traiter notamment de relations toxiques. Dans ce tome en particulier, il est pas mal question de gaslight, et pareil, c'était pas toujours extrêmement agréable à lire, mais c'est à mon sens nécessaire encore une fois. Et j'ai l'impression que ça prend un petit peu d'ampleur dans ce tome, même si il était peut-être un petit peu plus lent que les précédents dans certains côtés. On s'attarde un petit peu plus sur la relation d'Hadès et Perséphone, qui est toujours aussi mignonne, même si elle prend pas mal le temps à se mettre en place. Personnellement, j'aimerais que ça accélère un tout petit peu peut-être pour les tomes suivants, parce que je sais pas exactement combien sont prévus, mais si ça pouvait en tout cas pour cette relation prendre un peu plus d'espace, ce serait cool. En tout cas, je vais continuer la série avec plaisir encore une fois et je vous en reparlerai dans tous les cas. Pour la sous-catégorie anthropomorphisme bitlit, il était question de métamorphes et ou d'animaux, et je suis très triste de n'avoir pas eu le temps de lire les livres que j'avais prévus dans ma pile à lire parce qu'ils me tentent toujours énormément. Cela étant dit, j'ai fait une très belle découverte tout de même, puisque j'ai eu le plaisir de me plonger dans Lightfall, le premier tome de Tim Probert, La Dernière Flamme aux éditions Gallimard, qui m'avait été très gentiment envoyé par Cécilia de la chaîne Jurassic Jones pour mon anniversaire. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir ce roman graphique et c'est désormais chose faite. Encore une fois, je suis extrêmement fan du dessin et des couleurs et de l'ambiance graphique d'une manière générale, que je trouve très douce, très apaisante, très solaire globalement, qui colle pas mal au personnage, en tout cas surtout à ce personnage-là. En termes d'anthropomorphisme, on est pas mal puisqu'on va suivre le personnage de Béa qui vit avec son grand-père qui est un cochon sorcier, donc voilà, en termes d'animaux, on est pas mal, qui va mystérieusement disparaître, raison pour laquelle Béa va se lancer dans une quête en compagnie de Cad, qui est ici et qui est également un personnage que j'ai beaucoup aimé suivre. J'ai aimé découvrir ce monde et leur aventure et j'ai très hâte de lire la suite. Je pense que je ne vais pas tarder à me procurer les tomes suivants, et c'est typiquement le genre de lecture graphique qui est à la fois très douce, très lumineuse, très agréable à découvrir, mais qui permet aussi de la représentation, notamment ici en termes de santé mentale, puisqu'on va parler d'anxiété et d'attaque de panique, que j'ai trouvé encore une fois très bien représenté, tant picturalement qu'à l'écrit, et pour ce type de récit qui, je pense, peut tout à fait être mis entre les mains d'un public assez jeune. C'est très chouette à voir. Et pour finir, la dernière sous-catégorie, Lac Enchanté, pour laquelle il était question de sirènes, de piraterie, d'eau et ou de bateaux. Encore une fois, je n'ai absolument rien lu de ce que j'avais prévu, à ma plus grande tristesse, mais j'ai écouté le premier tome d'une série qu'il me tardait de découvrir et que je suis tranquillement en train de poursuivre. La Cité des Anciens, ici, l'intégrale 1 de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Je vous montre la grosse pavasse, mais en fait je n'en ai écouté qu'une partie. Alors je comprends pas trop le découpage du livre audio parce que du coup j'ai écouté le premier tome en livre audio. Je croyais que cette intégrale en comportait 3, mais actuellement je suis quasiment à la fin, je pense, du 3e tome et je dois être à peu près ici dans l'intégrale, donc c'est un petit peu étrange. Bref, toujours est-il que j'ai redécouvert avec grand plaisir l'univers de Robin Hobb
par ce biais de La Cité des Anciens, avec des personnages différents de l'Assassin Royal et des Aventuriers de la Mer, même si on retrouve certains personnages des Aventuriers de la Mer. En termes de chronologie, si vous vous posez la question, La Cité des Anciens se passe donc après les deux époques de l'Assassin Royal, après les Aventuriers de la Mer et avant Le Fou et l'Assassin, si je ne dis pas de bêtises. Personnellement, j'ai quasiment fini Le Fou et l'Assassin, mais pour l'instant ça me dérange pas particulièrement. Comme je disais, je l'ai écouté en livre audio et j'aime beaucoup le livre audio de cette série. C'est encore une série avec des dragons et avec des voix de dragons très très chouette, ma foi, même si pour le coup je l'écoute en français. J'aime beaucoup la narratrice et sa façon de faire les voix et j'aime beaucoup le point de vue des dragons globalement. Mais de tous les personnages de manière générale, même des plus insupportables comme l'autrice sait très bien les faire, et il y en a encore, et il y en a qui peuvent largement tenir tête aux personnages les plus insupportables des Aventuriers de la Mer. Voilà, encore une fois, je pense que ça va présager des évolutions et des retournements de situation pas toujours très agréables, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En termes de personnages agréables, j'aime beaucoup les personnages de Timara et d'Alice, qui sont quand même les deux personnages féminins principaux de ce récit que j'ai adoré découvrir dans le premier tome et que j'ai très hâte de continuer à voir évoluer, mais je vous en reparlerai. En tous les cas, je suis très agréablement surprise parce que j'avais entendu pas mal de retours qui disaient avoir bien moins apprécié cette série que les Aventuriers de la Mer ou l'Assassin Royal, et personnellement pour l'instant je pense que j'aime autant que les Aventuriers de la Mer, donc j'ai hâte de poursuivre. Je pense que le livre audio m'aide pas mal également, comme il est très agréable, mais je ne m'en plains absolument pas. Je vais tâcher de terminer cette intégrale rapidement et peut-être d'enchaîner sur la suivante, mais on verra ça. Et voilà, c'en est tout pour ce gros bilan du mois de la fantasy et globalement de mes lectures de fantasy de mai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez participé au mois de la fantasy, si vous avez fait de belles découvertes, si vous avez lu ce que vous aviez prévu ou si comme moi vous n'avez pas particulièrement respecté vos piles à lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment également, parce que, encore une fois, le mois de la fantasy commence à dater un petit peu, n'est-ce pas ? Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours, et ce encore une fois, malgré le rythme pas toujours soutenu en termes de vidéos. Je suis vraiment extrêmement reconnaissante pour votre soutien. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.